nous réclamons au président actuel et à son successeur, celui qui va lui succéder, de reconnaître le drame des harkis et non de l'imiter. En tout état de cause, en conclusion, comme je vous l'ai dit à l'instant, il n'y a aucune volonté politique, que ce soit des hommes de droite ou de gauche, à réparer réellement la tragédie, le drame harki qui relève de la plus grande trahison de l'histoire, qui est à me répéter, et c'est le cas. Il n'y a aucun chef au monde qui a désarmé et livré ses propres soldats à l'ennemi. De Gaulle et ses sbires, ils l'ont fait. Et les victimes, ce sont nos parents. Et nous, deuxième génération, nous subissons 60 ans après des dégâts collatéraux. Voilà, la couche de population harki, c'est la couche de population française la plus meurtrie, la plus trahie, la plus précaire aussi aujourd'hui. Et le gouvernement en place, force est de constater qu'il met toute sa mauvaise volonté pour enterrer notre histoire avec quelques milliers d'euros. La honte. Le prédécesseur à Emmanuel Macron, M. François Hollande, a reconnu officiellement que l'État français avait abandonné ses propres soldats. Les soldats harkis, à la fois par le sang versé, après avoir servi l'État français et la France elle-même, ont été abandonnés en 62 à la vindicte populaire et à l'ennemi, reconnu par François Hollande, président de la République française. Et de plus, la loi de reconnaissance, le pardon, la loi de réparation qu'ils sont en train de mettre en place, enfin qu'ils ont mis en place en l'espace de quelques mois, n'est absolument pas une volonté politique, mais une obligation de la Cour européenne des droits de l'homme qui a sommé le gouvernement de déposer son mémoire en défense dans le cadre de 3 dossiers harkis qui ont été saisis par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a demandé au gouvernement de déposer son mémoire en défense pour le 12 janvier dernier. Et dans ces dossiers, il y a des dizaines derrière. Dans ces dossiers, la Cour européenne des droits de l'homme a tout de même reconnu 6 chefs de violation des droits de l'homme à la place des harkis. Nous espérons que cette même Cour rendra justice d'ici une petite année. Les harkis exigent aujourd'hui d'être réhabilités au sein de la nation française et non rejetés depuis 1962. Nous exigeons que les soldats soient reconnus au sein de la France comme elle l'a servi depuis les guerres précédentes. On n'était pas considérés comme des Français. Non. C'était des Français à part. Non, on n'est pas des Français. De Gaulle, il a dit de Dunkerque à Tamanrasset, c'était que des Français à part entière. Et apparemment, il a rajouté entière. C'était faux, c'était une erreur de sa part. Il y a des officiers français qui ont désobéi aux ordres justement des télégrammes de Mesmer et de Jox. Et ils ont quand même ramené leur harki avec eux. Ils sont débrouillés pour louer des bateaux, là, tout ça, et puis on a réussi à se sauver grâce à eux. C'est ce qu'on appelle les sages aujourd'hui. Jox, dans le deuxième télégramme, il avait dit qu'il savait qu'il y avait des militaires, des officiers qui désobéissaient aux ordres, et puis aussi des gens qui travaillent dans l'administration, et que tous les bateaux qui arriveraient sans autorisation de la France, ils seraient renvoyés en Algérie. Ils ont envoyé 2 bateaux, je crois, et les harkis qui étaient dedans, arrivés à Alger, les officiers militaires voulaient les récupérer, puis les autorités algériennes, ils ont dit non, non. Ici, c'est l'Algérie qui commande. C'est nous qui allons gérer ces gens-là. Ils les amènent un peu plus loin, ils leur tirent dessus, ils les tirent et ils les tuent, et puis on n'en parle plus après. Donc c'est pour ça qu'après, des militaires, quand ils ont su ça, ils ont essayé de sauver le maximum de harkis qu'ils connaissaient. On a été parqués dans le camp, on est arrivé à Rivesaltes. C'est un grand camp qui est entouré de barbelés, parce que pour sortir, il fallait des permissions. Puis on n'avait pas, on ne savait pas où aller. On ne connaissait rien. Donc on était parqués, d'abord on arrive sous les tentes, en plein mois de novembre. Il y avait la tramontane qui soufflait, là, tout ça, et puis les pauvres parents, donc ils allaient dehors pour mettre des pierres sous les tentes, là, pour que
le vent n'en rentre pas dedans. On est resté je ne sais pas combien de temps sous les tentes. Et après, on nous a mis dans des baraquements. Des baraquements qui avaient servi apparemment pour les républicains espagnols, pour les Tzigans avant nous et pour trier les juifs aussi, pour les envoyer dans les camps de l'Est. Après, bon, je crois que nous c'est en 64, mon père il a été amené au camp de Bias dans le Lot-et-Garonne, où ils mettaient que les gens qui sont indigents, qui ne peuvent pas travailler, là, tout ça, handicapés, tout ça. Et après, donc, il a été rapatrié sur Rivesaltes. Et de Rivesaltes, en 64, on nous a ramenés toujours de nuit. On nous a ramenés à Perpignan pour prendre le train pour Marseille. Et Pascal, t'as parlé? Et à Marseille, le matin, quand on arrivait un matin à Marseille, il y avait des camions militaires qui nous attendaient. Ils sont lâchés toujours le matin de bonne heure. On nous a ramenés dans une petite ville dans le Var qui s'appelait Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Et là-bas, on a été reçus sur une décharge on voyait encore des fumerolles, des tessons de verre, des eaux, là, tout ça. Il y avait encore des fumerolles et puis les tentes, elles étaient tout autour de cette décharge. Et on est resté sous les tentes, je ne sais pas, peut-être 2 semaines. Et puis après, c'est les curés de la ville de Saint-Maximin qui nous ont logés chez eux dans un couvent. Et puis après, une fois qu'ils ont construit des habitations, c'est des préfabriqués vite fait, ils ont fait ça vite fait. Après, on nous a logés dans les préfabriqués. Ils avaient mis de la terre sur la décharge, tout ça pour cacher toutes les ordures qu'il y avait en dessous. Là. Voilà, et puis après, on a été scolarisés comme on pouvait, là, tout ça. Mais on était mal reçus, je me rappelle, parce qu'à l'école, on nous traitait de tous les noms, Salara, de machin là. Donc il y avait des bagarres avec les Français. Et puis on ne pouvait pas se battre à l'école parce qu'on était toujours punis. Donc le jeudi, on décidait d'aller sur un endroit qui était un peu éloigné de la ville, là, tout ça. On appelait ça la Montagnette. Et on se faisait la guerre, hein, avec des frondes, avec des pierres. Eux, ils avaient des carabines, ils étaient plus outillés que nous. Voilà ma jeunesse, comment ça s'est passé.